Salut Florence, merci d'être là avec moi pour ce petit interview. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire un peu ce que tu fais, quel a été ton parcours, tout ça? D'accord. Donc, je m'appelle Florence Fiari. Je suis consultante indépendante, consultante QSE depuis 2 ans et également salariée en tant que responsable QSE. Donc, j'ai longtemps été dans la conduite d'activités, dans le pilotage des interventions. Et lorsqu'on m'a proposé de piloter la démarche de certification MAS, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de me former dans ce domaine. Donc, du coup, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à structurer l'organisation tant au niveau QSE, avec la mise en place de systèmes de management, qu'au niveau opérationnel, donc notamment avec l'optimisation des processus internes et une intégration dans Notion pour rendre tout cela plus fluide. Est-ce que tu pourrais me détailler un petit peu, c'est quoi ta journée type? Alors, ma journée type se déroule finalement autour du salariat, parce que je suis toujours aux 35 heures. Et je travaille donc en bloc de temps autour de celui-ci. Donc, une journée type, ce sera le réveil à 5 heures du matin. Voilà, départ au travail à 6 heures. Donc, mes journées, c'est de 7 heures à 16 heures en moyenne, avec 1 heure de pause. Et du coup, je travaille 1 heure à 2 heures sur mon business. Voilà. Donc, les jours où je ne vais pas faire du sport, donc marcher. Et sinon, le vendredi après-midi et un jour dans le week-end. Voilà, donc j'essaie enfin, c'est un jour dans le week-end et pas les deux. Et ça a toujours été comme ça? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, en tout cas, quand j'ai mis en place, là, on va dire la première année, les 6 premiers mois dans l'entrepreneuriat, je travaillais tous les jours après le travail. Je ne faisais pas vraiment de sport. Et le week-end, je travaillais effectivement les 2 jours. Et à force, une fois que tout est mis en place et de gagner aussi en fluidité, j'ai réduit pour pouvoir aussi prendre soin de moi, puisque être dessus H24, ça fatigue. Donc, il fallait quelque chose pour pouvoir maintenir ma santé, rester en forme et puis aussi passer du temps en famille. Ok, oui, c'est normal. On peut dire qu'aujourd'hui, tu as une gestion du temps beaucoup plus équilibrée. Et tu Oui, m'avais dit oui. que c'était grâce justement au process que tu as un peu accéléré. Et Mhm. puisque c'est vraiment ta spécialité, tout ce qui est les procédures pour essayer d'automatiser un petit peu les tâches plus rapides, suivre un Oui, petit peu tout oui. ça. Et justement, est-ce que tu peux me partager un petit peu ta stratégie business et comment est-ce que tu as fait pour la rendre vraiment très claire et très compréhensible? Pour moi, une bonne stratégie business repose déjà sur 3 piliers, c'est-à-dire la clarté, la cohérence et aussi la capacité d'adaptation. Et moi, j'aime bien utiliser un concept qu'on appelle la roue de Deming ou le PDCA. Donc, c'est un Oui, concept QSE de l'amélioration continue. Et PDCA en français, ça veut dire planifier, réaliser, évaluer et ajuster. Et l'idée, en fait, c'est de faire un état des lieux, c'est-à-dire où on est actuellement, de fixer des objectifs qui sont réalisables par rapport à l'état des lieux, de mettre en place des actions pour pouvoir atteindre les objectifs et aussi de les évaluer et les ajuster si nécessaire. Donc, concrètement, ça voudrait dire partir de sa vision long terme, c'est-à-dire où on veut aller et pourquoi. Ensuite, identifier les leviers pour pouvoir y arriver. Donc, tout ce qu'on doit mettre en place, suivre la feuille de route. Donc, c'est la partie réalisée. Donc, suivre sa feuille de route, ce qu'on a planifié pour arriver jusqu'à l'objectif. Et ensuite, c'est évaluer les résultats et ajuster si nécessaire. Donc, pour moi, construire un business, enfin une stratégie claire, ça voudrait dire savoir où je vais déjà, pourquoi je fais ce que je fais et finalement comment je m'organise pour avancer dans cette direction. d'accord, ok. Justement, j'avais déjà entendu parler de ce concept et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette fameuse roue, donc la roue de Deming, elle est censée rouler pour pouvoir monter à chaque fois des crans au-dessus, 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 au-dessus pour augmenter ton exigence qualité. Et ça, C'est comment est-ce que tu exactement fais ça. pour le mesurer, ça, à chaque fois que tu as l'impression de passer au step supérieur? Comment est-ce que tu Mhm. fais?
Ben, ce serait, on va dire en QSE, des indicateurs de Ok. résultats, des indicateurs d'efficacité. Voilà, donc est-ce qu'on va de plus en plus vite? Est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'était fixés? Et finalement, si les process sont clairs, donc à ce moment-là, ils sont mesurables. Et s'ils sont mesurables, on dit généralement qu'ils sont maîtrisables ou en tout cas, on peut les améliorer. Puisque quand ils sont mesurables, on peut exactement savoir sur quoi agir pour pouvoir améliorer. D'accord, Je ne sais ok. pas si Donc j'ai c'est répondu à ta si, question. tu as répondu parce que justement, ce qui compte, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut vraiment Mhm. chiffrer notre objectif pour qu'une fois qu'on l'ait atteint, il n'y ait pas de débat déjà, puisque c'est chiffré, on est censé atteindre cette performance, ce Mhm. KPI, ce Key Performance Indicator. Et une fois que j'ai atteint ce palier-là, je peux ensuite me fixer un nouveau palier avec des nouvelles KPI du coup à atteindre. Et c'est Mhm. là qu'après, je rentre dans ce cycle, dans cette roue de Deming justement qui s'entraîne et qui augmente la qualité progressivement, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Et puis, c'est bien les ressentis, mais le factuel rend les choses plus palpables. Donc, oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais donner pour que ce soit un peu plus clair et moins Mhm. abstrait, on va dire, pour ceux qui pourraient écouter cette vidéo, euh, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret d'un objectif chiffré que tu pourrais te fixer et Mhm. les différentes étapes du coup de la roue de Deming, donc le PDCA, que tu mettrais en place? Tu peux prendre le Euh, temps d'y réfléchir. Euh, alors, on pourrait prendre le cas de la création de contenu. Voilà, c'est la création de contenu, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre puisque je ne faisais pas du tout. Et donc, du coup, il fallait au départ poster 2 fois par semaine. Donc, ça peut être un objectif de résultat. Voilà. Et aussi en efficacité, mais c'est savoir le nombre de temps qu'on prend pour pouvoir faire un poste. Alors, pour moi, par exemple, au début, j'avoue que c'était quelque chose qui était très insurmontable pour moi au départ, C'est puisque, mais en normal. fait, je ne savais pas, j'étais très, voilà. Et du coup, faire un poste, ça me prenait peut-être, allez, 3 heures, enfin, la légende et le visuel. Mais quand j'arrivais pour faire mon poste, je n'avais pas d'idée. Donc, j'arrivais à aller, qu'est-ce que je vais pouvoir bien poster. Donc, le temps de réfléchir sur qu'est-ce que je vais poster. Ensuite, rédiger, faire le visuel. Canva aussi, c'est quelque chose que je découvrais. Ben, ça me prenait énormément de temps. Et puis, je me suis dit, non, il faut que j'ai déjà au moins l'idée avant de me dire, allez, je vais créer mon contenu. Donc, pendant la semaine, je réfléchissais à ce que j'aurais pu parler. Des fois, je mettais juste une idée ou peut-être un brouillon du poste. Et quand j'arrivais, j'avais juste à fignoler ou rédiger le poste et faire le visuel. Voilà. Et donc, du coup, ça me prenait vraiment moins de temps et j'étais plus efficace. Donc, ça, c'est déjà un premier levier. Ensuite, je faisais la rédaction des postes dans Notion, l'outil Notion. Et en fait, il fallait absolument que j'aille ensuite copier le contenu sur les réseaux sociaux, programmer ou pas. Donc, au départ, je ne programmais pas. Donc, le jour J, il fallait que je le fasse, mais ça me prenait du temps. Et Ouais. en plus, j'étais dans le speed, donc un truc qui passe pas, on est voilà. Et jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, il y a une application qu'on peut connecter à Notion et qui permet de programmer la publication automatiquement. Et là, ça m'a fait gagner un temps pas possible. Mais Ouais. je ne pourrais pas dire que c'est dès que j'ai commencé que j'ai eu, voilà, là maintenant, en 3 heures, je peux pratiquement faire 2 semaines de poste parce qu'au fur et à mesure des difficultés que j'ai rencontrées, j'ai mis en place des choses pour pouvoir, voilà. Et en fait, la partie copier de Notion au réseau, c'est une tâche qui a faible valeur et c'est ce genre de tâches qu'on pourrait automatiser ou voilà, optimiser. Ok, c'est vraiment super intéressant ce que tu as raconté parce que, Mhm. en plus de l'avoir vécu, donc je comprends totalement ce que tu racontes. Vraiment, c'est le genre d'action qui m'a fait gagner un temps monstrueux
toi, tu as multiplié par 14 ta vitesse de programmation de contenu. Et moi, Mhm. c'était la même chose au début. Il me fallait, comme toi, à peu près 3-4 heures pour un post. Là où aujourd'hui, je sais qu'en 3 heures, je peux en faire pour 2 semaines, pareil. Merci Metricool, outil incroyable pour tout programmer sur tous les réseaux. Je sais pas si c'est ça que tu utilises d'ailleurs. Non, moi j'utilise Schedule, donc en fait ça permet de prendre le poste directement parce que mon calendrier éditorial est sur Notion, donc je le connecte au calendrier éditorial et donc du coup il programme, c'est-à-dire je dois juste changer le statut et ensuite lui il programme directement sur les réseaux. D'accord, ok. Ben, je me pencherai un peu sur cet outil aussi. Moi, Mhm, j'utilise un autre du coup qui s'appelle Metricool et ce serait intéressant que je les compare un petit peu. Ce que je trouve mhm, intéressant aussi, c'est la façon dont tu as découpé ton process de création de contenu en mhm. 2 parties vraiment distinctes, qui est du coup, non, 3 d'ailleurs, 3 parties. L'inspiration, Oui, la création du post en lui-même et la programmation. Et le fait oui, d'avoir cette réflexion et ce découpage très précis, ça te permet ensuite d'automatiser certaines tâches qui ont vraiment pas de valeur, comme tu l'as expliqué. Par exemple, la programmation, ça sert à rien pour nous mhm, créateurs, en tout cas, c'est une perte de temps. Et au moins, la partie la plus dure, qui est l'inspiration, tu la conserves pour un autre moment, qui mhm, sera du coup, entre guillemets, la partie à plus gros enjeu. Et par contre, l'autre mhm. partie qui va être d'écrire le post, vu que tu as déjà l'inspi, sera plus facile. Et là, du Oui, coup, tu oui. peux le faire quand tu as moins d'énergie, que c'est un peu plus, enfin, ça demande moins de concentration. Donc ça, c'est une tâche à plus faible enjeu, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et tu m'as dit tout à l'heure que ton but, c'était de rendre tes stratégies adaptables au changement. Comment est-ce que tu Mhm. fais ça concrètement? Alors, pour qu'elle soit adaptable, je pense que, en fait, il faut simplement se remettre en question de manière régulière. Donc, concrètement, ça va être une revue, soit mensuelle, soit hebdo, soit trimestrielle. Et l'idée, c'est de regarder ce qui a fonctionné, donc ce qui n'a pas marché et ajuster. Donc, en fait, c'est toujours revenir à la question, est-ce que ce que je fais actuellement me rapproche de ce que je veux construire, donc me rapproche de ma vision. Et voilà, donc pour moi, c'est surtout se remettre en question et ça passe aussi par l'évaluation des résultats. Ok, justement, moi, c'est un truc que j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Ce que tu racontes là, c'est-à-dire, moi, j'ai appelé ça le réalignement trimestriel, parce que je fais ça tous les Mhm. trimestres. Je le faisais sans vraiment savoir pourquoi est-ce que je le faisais, c'était vraiment nécessaire. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu conscientisé que oui, en fait, tous les trimestres, je sais pas pourquoi d'ailleurs tous les trimestres, à chaque fois, j'avais vraiment une grosse remise en question sur ce que je faisais et du coup, un Mhm. réalignement de mes actions par rapport à mes objectifs du moment, de ce trimestre-là. Parce que les objectifs, ils changent un tout petit peu Oui, chaque oui. trimestre à peu près, donc c'est important de les réaligner. Comment est-ce que tu fais ça concrètement? Genre, c'est tout bêtement, là, si je me mettais dans ta peau et que je devais faire mon réalignement mensuel ou trimestriel, qu'est-ce que je ferais? Mhm. Alors, ça va passer par un certain nombre d'indicateurs, hein, de résultats. Par exemple, regarder le CA, regarder la stratégie éditoriale, voir peut-être qu'est-ce que j'ai posté qui a le mieux marché, est-ce que j'ai fait plus de reels, et du coup, ça permet d'ajuster. Ça peut être aussi, est-ce que combien de messages que j'ai envoyés ce mois-ci, combien de retours, est-ce que j'ai eu des visios. Enfin, c'est un ensemble de choses par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on regarde déjà la partie factuelle, regardez aussi si ça correspond à notre vision, à ce qu'on veut. Alors, pour tout te dire, moi, la création de contenu, effectivement, maintenant, c'est devenu plus fluide pour moi, mais c'est pas quelque chose qui me transcende, quoi. Je Ouais, le fais parce qu'il faut que je le fasse, il me faut de la visibilité. Mais là, j'ai commencé une newsletter en septembre. Là, je prends beaucoup plus de plaisir, mais je suis consciente que pour pouvoir avoir des prospects qui arrivent à ma newsletter, il va falloir que je continue à publier, ça c'est sûr. Mais là aussi, ça permet de voir ce qui colle moins à notre personnalité. J'ai découvert récemment l'human design. Voilà, et ça, effectivement, ça parle vraiment de pourquoi, par exemple, la prospection, pour moi, c'est quelque chose qui va être super énergivore. Euh,
parce que tout simplement, j'ai un profil générateur et généralement, les générateurs, ils vont plutôt répondre à une sollicitation que d'aller chercher des autres. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert mais en fin septembre. Et des fois, on se pose des questions, mais pourquoi certains arrivent aussi facilement et que moi, je rame, même si je suis les... Mais en fait, ça correspond tout simplement pas au design. Ok, Donc, voilà. t'appelles ça du coup l'human design. L'human design. Très J'avais déjà intéressant. entendu parler et là, j'ai fait un petit test et effectivement, ça, on va dire que la connaissance de soi et la conscience de soi aussi, ça aide beaucoup. C'est la partie mindset, comme on dit. Oui, Ça reste un levier qui permet de comprendre que finalement, toutes les stratégies qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément adaptées à notre personnalité, à ce que nous sommes, en fait. totalement. D'ailleurs, je suis agréablement surpris parce que je pensais qu'on avait parlé énormément d'opérationnel, de technique en fait. Et c'est vrai que, en fait, dans tous les cas, Mhm, cette partie mindset qui est beaucoup trop délaissée par beaucoup de gens est vraiment fondamentale. Si tu sais pas où est-ce que tu vas, si c'est pas mhm. aligné avec ce que tu veux, si tu vérifies pas de temps en temps que c'est parfaitement la direction que tu veux prendre, eh bien, tu perds ton temps, mais comme pas possible, parce que du coup, tu t'écartes Oui, de ce que ou tu tu veux rames. vraiment, ou Peut-être tu que tu rames, c'est perds ça. pas ton temps, mais tu rames, tu comprends pas pourquoi c'est aussi difficile, alors que pour certains, c'est simple. Exactement, c'est clair. Pour Et ça beaucoup, épuise, en fait. Ça épuise. oui, c'est vrai. Et c'est dommage un peu cette vision, je trouve, aujourd'hui du mindset bullshit, trop de, trop de blabla et pas assez de passage à l'action. Mais je pense qu'en fait, si c'est vraiment nécessaire, ces moments d'introspection, ces moments de réalignement de soi pour vraiment Oui. aller de l'avant et c'est super important. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on Mhm. parlait de comment faire pour aller plus vite. Et tout à l'heure, on a parlé du fait que certaines tâches, en fait, ne correspondent pas à notre vision, justement. Certaines tâches, Oui. elles sont pas vraiment adaptées à ce qu'on a envie de faire. Elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut. Toi, par exemple, la prospection. Et moi, quelque chose Mhm. que j'ai détesté faire, c'est le fait, justement, de programmer, de poster tout ça. Tu Mhm. m'as dit tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir. Tu m'as dit, on peut automatiser certaines tâches. Oui. Comment concrètement est-ce que tu fais, toi, pour automatiser certaines tâches qui sont, on passe le dire, vraiment chiantes, quoi? Alors, déjà, moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'idée de qu'est-ce qu'une tâche répétitive. Ok, Parce on que, capte. voilà, une tâche répétitive, en fait, c'est une action que tu répètes régulièrement, donc soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. C'est une tâche qui suit toujours le même processus ou les mêmes étapes. Voilà. C'est une activité qui généralement nécessite pas beaucoup de réflexion. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les tâches à faible valeur ajoutée. Hmm. Et c'est aussi quelque chose qui peut être décrit donc par des règles claires, donc des étapes, et qui ont des déclencheurs précis. Donc, comme je te disais pour la création de contenu, c'est une fois que j'ai mis le poste à un statut particulier, euh, ça va programmer automatiquement. Mais en fait, une tâche répétitive pour pouvoir, je sais plus, ta question c'était comment faire pour automatiser les tâches, c'est bien ça? Les tâches Ben, répétitives. en fait, voilà, ben, déjà, il faut être structuré. Il faut être structuré, c'est-à-dire déjà regarder comment je fais la tâche et s'il y a possibilité de l'automatiser. Voilà. Donc, par exemple, si chaque mois, tu dois appeler un client ou peut-être un apprenant pour fixer un rendez-vous, le mieux, c'est de lui mettre à disposition ton lien calendrier et prendre le rendez-vous. C'est une forme d'automatisation. Si tu sais que dans ton planning, tu as des tâches qui reviennent à chaque fois, eh ben, alors, je prends l'exemple de Notion puisque c'est ce que j'utilise. Il y a la possibilité d'automatiser des créations de tâches chaque semaine. Donc, je sais que mes tâches sont là, je n'ai pas à le faire chaque jour. Donc, enfin, chaque semaine, ou voilà. Donc, c'est vraiment ça. Automatiser, c'est pas juste une question de gagner du temps, mais c'est aussi libérer un peu sa charge mentale pour pouvoir
concentrer sur ce qui compte vraiment, sur les tâches où ton expertise est nécessaire, ta réflexion stratégique est nécessaire. D'accord. Justement, je trouve intéressant Mhm. le fait que tu t'expliques que c'est pas seulement le fait de vouloir gagner plus vite, Mhm. mais aussi le fait d'externaliser certaines réflexions que tu te répètes chaque semaine pour ne plus avoir à y penser. Genre comme si c'était un Mhm. rappel finalement qui toutes les semaines sera récurrent et te répétera, OK, là maintenant tu dois faire ça ou là Voilà. maintenant il faudrait lancer telle tâche, etc. Et Oui, ça, ça. du coup, tu passes par Notion, tu me dis, pourquoi Notion? Quel est l'intérêt de cet outil? Moi, par exemple, j'utilise pas Notion. Je le connais Mhm. pas très bien. Il m'a pas du tout tapé à l'œil, cet outil. Quand j'ai voulu l'essayer, il m'a même repoussé, on va pas se mentir. Mhm. Essaye de me convertir à Notion, voilà. Je te donne 5 minutes pour me convertir à Notion. Alors, Notion, mais alors, comme toi, j'avoue que comme toi, au début, quand j'ai entendu parler de Notion, pour moi, je me suis dit, c'est quelque chose comme OneNote ou Evernote, c'est juste qu'on prend des notes. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de fonctionnalités, donc, notamment avec les bases de données. Donc, en fait, ça te permet de centraliser toutes tes informations, par exemple, ta vision, que tu rattaches à tes objectifs, que tu rattaches à tes process ou à tes tâches, à ta création de contenu. Et en fait, ça permet de tout centraliser et de tout connecter. Donc, c'est vraiment ça la force de Notion. Mais effectivement, quand on arrive en tant que novice dessus devant une page blanche, c'est pas Ouais, évident. C'est pas évident. Il faut savoir que c'est de la donnée et si nos données ne sont pas structurées, ce sera difficile de pouvoir ensuite les exploiter dans un outil comme Notion. j'ai l'impression qu'en fait, le problème que j'ai eu quand j'ai Mhm, voulu aller sur Notion, c'est que je savais pas ce que je voulais en faire. Seulement, j'ai été attiré par l'outil, les vidéos justement comme Ali Abdal ou tellement mhm, d'influenceurs justement de productivité qui en parlent comme étant la solution pour t'organiser. Je voulais vraiment tester et en fait, comme je savais pas ce que je voulais en faire concrètement, que j'avais pas un but précis, mais seulement découvrir un petit peu, mais je me mhm. suis retrouvé noyé par la multitude de fonctionnalités. C'est un peu ça le double tranchant de Notion, c'est que d'un côté, C'est tu peux exactement ça. tout faire, mais de l'autre côté, si Mhm, tu sais pas exactement ce que tu veux faire, tu vas perdre un temps considérable à chercher ça, à jouer sur la mise en forme de ça, alors qu'on n'en a rien à faire de cette mise en forme du bouton, du machin. C'est là vraiment l'erreur que je vois chez vraiment 90% des gens qui utilisent un dashboard Notion mhm. qui est beaucoup trop beau, entre guillemets, c'est que je sais qu'ils ont passé 90% de leur temps à vouloir avoir un magnifique tableau de bord et 10% à s'en servir concrètement. Et j'ai vu Oui, c'est ça. justement qu'il y avait même des gens qui payent pour avoir un dashboard Notion joli, que les Mhm. templates s'achètent. Je sais pas si toi, ça a été ton cas, par exemple. Alors, moi, j'ai plutôt téléchargé des templates, mais c'est des templates gratuits. Et Ok. alors, mais c'était plus pour pouvoir comprendre les fonctionnalités. Alors, je suivais à l'époque surtout Shubham Sharma. Je sais pas Ah si tu oui, le connais. dieu de l'automatisation. Bien Voilà. sûr. Et donc, lui, il montrait les cas d'usage et assez souvent, il mettait des templates gratuits donc à télécharger. Et donc, ça me permettait de modifier, d'adapter à mon fonctionnement et de mieux comprendre comment utiliser Notion. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que je suis passée sur Notion parce qu'au départ, j'avais juste entendu que c'était un bloc-notes. Et quand j'ai vu ces vidéos, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de choses. Et pour parler de la petite page blanche, moi, j'ai pris ma petite feuille et j'ai dessiné tout ce que j'ai dessiné ou écrit tout ce que je L'arborescence, voulais quoi. gérer dans Notion, comment je voulais connecter les données et ensuite j'ai commencé à créer. Et j'ai créé d'abord tout et après j'ai enjolivé, comme on dit, voilà. Donc moi, je suis effectivement plus pour l'opérationnel et ensuite, au fur et à mesure, on va mettre ça un petit peu plus sexy, plus esthétique. Mais moi, c'est comme ça que j'ai procédé. On voit Déjà, que tu as fait du savoir QSE. voilà, ce que je voulais pouvoir gérer dedans et comment connecter les différentes données. Et après, j'ai commencé à construire. Si j'étais partie juste sur une page blanche, allez, non.
on se retrouve dans des pages, et en fait, les données ne sont pas exploitables. Donc pour toi, ce serait quoi le meilleur conseil pour quelqu'un qui veut démarrer sur Notion, son organisation, essayer de centraliser tout ça? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire du coup en premier, avant toute chose? Ben, de structurer ces données. Structurer ces données, c'est avoir, par exemple, un client, quelles sont les informations que je vais avoir dessus, un projet, quelles sont les informations que je vais avoir dessus. Est-ce que les clients devront être connectés au projet? Donc, forcément, les process également, est-ce que ça va être connecté au projet, aux tâches? Donc, déjà avoir cette vision-là et ensuite commencer à construire son espace. Donc, moi, j'avais commencé par les bases de données et ensuite, j'avais affiché les données en fonction de ce que j'avais besoin à un moment donné. Voilà. Mais c'est vrai que ça reste un peu plus poussé. Mais déjà, structurer la donnée, c'est très important pour pouvoir l'exploiter par la suite. Ok. D'ailleurs, ça me rappelle des cours que j'avais eus en informatique quand j'étais au lycée, où Mhm, justement, à chaque fois, mais les profs faisaient vraiment exprès, ils nous laissaient des projets à faire avec la liberté totale d'aller sur les ordis ou pas. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait tous direct sur l'ordi avant même d'avoir eu l'idée de la structure de ce qu'on voulait faire. Et mm, on perdait un temps monstrueux parce qu'on se baladait sur les outils à chercher et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour le projet. Alors que c'était exactement l'inverse qu'il fallait faire. Il nous l'a enseigné après. C'est qu'il faut d'abord savoir ce que tu veux faire du projet et ensuite choisir l'outil adéquat et ce que tu vas faire mhm, avec. Et d'ailleurs, ça rejoint une citation d'Einstein qui disait, si on me demande de faire un devoir, je passe 90% de mon temps à réfléchir à comment est-ce que je vais le faire et seulement 10% à faire mon devoir dans un temps imparti. Bon, c'est mm. peut-être extrême, on va pas se mentir. Oui, oui. Et je comprends la philosophie derrière ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé en philosophie pour le coup, ou quand j'étais en terminale. C'est à ce Mhm, moment-là que je m'en étais rendu compte. Et en fait, ça m'a fait vraiment énormément progresser, de passer beaucoup plus de temps sur le plan mhm, de ma dissertation, parce que c'était ça un peu le format à l'époque. Et ensuite, ben, seulement la moitié du temps à vraiment rédiger. Mais comme je savais précisément ce que je voulais, mais ma main, elle écrivait plus vite que mon cerveau, quoi. mm. Ça marchait vachement bien. Et Oui, d'ailleurs, ça me fait c'est penser important de planifier et ensuite, déjà, même quand on ne sait pas comment faire, on saura déjà que pour ça, il va falloir que je me renseigne ou que je me forme pour pouvoir y arriver. Mais si, à aucun moment on a planifié, bon, ben là, on se retrouve, voilà, un peu bloqué. ouais, c'est clair, hein, en plus, c'est fou que je dise ça parce que tu dis ça, c'est fou parce que hier, ça m'est arrivé aussi. Hier, j'étais en train de développer un outil d'automatisation pour la prospection Instagram, justement, une tâche chiante qui m'amuse pas trop. Et du coup, j'ai développé un petit robot, là, ça y est, il fonctionne très bien, à l'aide de mon père, qui lui est développeur informatique, donc il m'a montré un peu comment ça marche. Et pareil, il a fait comme mon prof au lycée. Il m'a dit, vas-y, je te laisse te débrouiller. Mhm, Premier réflexe, je suis allé sur ChatGPT. J'ai dicté un peu ce que je voulais, etc. Mais comme c'était pas parfaitement clair dans ma tête, ben, les scripts qui m'a sorti de ChatGPT correspondaient pas exactement à ce que je voulais. C'était pas mhm, clair. Du coup, mon père m'a dit, ferme ton ordi, on va réfléchir ensemble à ce que tu veux vraiment. On a discuté 45 minutes sur vraiment ce qu'on voulait, précisément l'architecture du robot. Et mhm, après, il a fallu 5 minutes seulement de développement avec ChatGPT pour que le robot il soit parfait. mhm. Là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que quand même, c'est fou à quel point c'est nécessaire d'avoir une Oui, stratégie efficace pour gagner du temps. oui, tout à fait, tout à fait. Justement, Mhm, dans le QSE, moi, il y a toujours un truc qui me fait réfléchir, c'est dans le QSE, il y a le S, tu vois. Il y a sécurité, il y a gestion des risques. Et j'ai du mal à comprendre en quoi une stratégie efficace réduit les mhm, risques. Surtout dans notre activité, tu vois, de business, de coach. mhm. Où est la gestion des risques là-dedans, par exemple? Comment tu exploites cette expertise-là? Alors, c'est vrai qu'en QSE, quand on parle de qualité, il y a l'amélioration continue, mais il y a aussi l'approche par les risques. Il y a l'approche processus et l'approche par les risques. Et l'approche par les risques, c'est que si on a, comme je te disais, hein, je dois faire de la création de contenu, je dis n'importe quoi, je ne sais pas comment m'y prendre, il va falloir que je me fasse aider, enfin que je me fasse accompagner. Mais quand je fais l'approche par les risques,
c'est si je me fais pas accompagner, je risque de perdre du temps, je risque de nuire à ma visibilité ou même j'y suis allée et je me suis rendue à posteriori qu'il y a ce risque-là, donc je mets une action en place. Et en stratégie, c'est exactement la même chose. Une stratégie, quand elle est bien pensée, c'est un peu comme un GPS. Donc, ça te permet, quand tu as une vision claire, de faire des choix cohérents avec ta vision, de pouvoir plus facilement t'adapter et de ne surtout pas t'éparpiller. C'est-à-dire, je commence tout et finalement, je finis rien. Et finalement, on pense être productif alors qu'on est occupé parce qu'on n'a pas défini, on va dire, ces trois priorités. Donc, une stratégie efficace, généralement, on a des priorités. C'est-à-dire, bon, ma première priorité, c'est de me rendre visible. Une fois que je me suis rendue visible, ben, aller regarder comment je peux acquérir des clients. Bon, peut-être avant, il y aura la définition de l'offre. Mais bon, tu as compris le principe, en fait. Donc, ça réduit les risques puisque c'est clair et que finalement, quand on planifie sa stratégie, on pense forcément à ce qui peut arriver. On ne dit pas que ça va arriver, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là, on réfléchit à si ça arrive ou comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Et en fait, en QSE, c'est ça l'approche par les risques. La prévention en termes de sécurité, c'est exactement la même chose. On voit un ouvrier qui est en train de travailler, il prend certains risques. On va se dire, OK, là, il n'a pas eu d'accident, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ne prenne plus ces risques-là? Et on va mettre en place des actions de prévention. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vois moi un peu tous les jours parce que je travaille dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment un sujet ultra présent, la gestion des risques dans le bâtiment. La meilleure solution, de toute façon, c'est d'éliminer le risque. Comme ça, on n'en parle plus. Mais c'est Voilà. rarement faisable. C'est la première Mhm. étape, de toute façon. Et si c'est pas faisable, bah, du coup, après, on essaie de limiter le risque Voilà. globalement pour tout le monde. Et si c'est toujours pas possible, on limite le risque individuellement pour chaque personne. Mais bon, ça, Voilà. c'est des choses qui nous concernent pas forcément en tant qu'entrepreneur. Ce que je trouve Mhm. vraiment très intéressant, par contre, et ça, j'y avais jamais pensé, c'est de se dire, qu'est-ce que je risque de pire ou de mieux si je fais ou pas cette action-là? Comme un chef de guerre, un peu. Je vois ça Mhm. comme ça, la façon dont toi, tu raisonnes en termes de gestion des risques, c'est je fais cette action, ok, pourquoi? Qu'est-ce que je Mhm. risque derrière si je la fais? Mais qu'est-ce que je risque aussi de perdre? Et ça, j'y avais jamais pensé. Qu'est-ce que je risque de perdre si je la fais pas? Oui, Ça c'est ça. remet l'ordre des priorités beaucoup plus en place finalement. C'est bien plus simple de prioriser comme ça. C'est très Oui, intéressant, ouais. Je vais essayer de l'appliquer maintenant lorsque je prendrai des grosses décisions, on va dire. Qu'est-ce que je risque de mieux, mais aussi qu'est-ce que je risque de pire si je le fais pas? Tu me disais que justement le fait d'avoir une vision très très claire, ça permettait d'être plus discipliné, d'avoir un peu plus de rigueur dans ce que tu fais et de pas te poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Toi, qu'est-ce que tu vois comme différence entre la discipline qu'avant tu Mhm. t'imposais, et d'ailleurs que tu t'imposes toujours encore au travail dans le cadre de ton contrat de travail, on va dire, salarié, et la discipline qu'il faut que nous-mêmes, on s'inflige, si je peux dire ça comme ça, dans notre business. Euh, on va dire qu'elle est deux fois plus difficile à tenir finalement. Au salariat, finalement, on est payé pour quelque chose, on a des directives, on sait où on doit aller sans vraiment réfléchir, on va dire. Ça devient presque une routine. On se lève, voilà, on fait plus ou moins les mêmes tâches, on repart. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, souvent on fait sa propre feuille de route. On est dans le doute parfois, à ne pas savoir si on fait les bonnes choses et tout. Mais moi, ce que j'ai entendu quand même un peu partout dans les stratégies, c'est que si je fais une stratégie pendant une semaine, je ne peux pas dire si oui, ça a fonctionné ou pas fonctionné. Donc déjà, les actions qu'on met en place, il faut déjà donner un certain laps de temps pour décider si oui, elles sont bonnes ou pas.
Et puis, au niveau de la discipline, on est notre propre patron, on va dire. Ouais, c'est Et clair. si on n'a pas cette vision claire, justement, on peut facilement laisser tomber. Mais si on a une vision claire et de dire que non, dans 2 ans, il faut absolument que j'ai un certain chiffre d'affaires parce que ça n'ira pas pour les raisons diverses. Et si on ne garde pas ça en tête, on peut facilement, les jours où on est fatigué, les jours où on n'en peut plus, de laisser tomber. Pour moi, la vision, c'est le moteur, en fait. C'est le moteur de tout ce qu'on entreprend et c'est ce qui permet de garder la discipline. Et pour toi, cette vision, justement, ce moteur, est-ce Mhm. que c'est nécessairement l'argent ou est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent motiver à justement travailler, créer un business, bosser dessus Ah non, pendant des années sans résultat? moi, je veux dire plutôt que c'est pas forcément l'argent, c'est l'accomplissement de soi, c'est ce qu'on veut pour sa famille, l'environnement dans lequel on veut s'épanouir. Après, l'argent, ça reste un moyen. C'est un moyen, voilà. De toute façon, on peut rien faire sans argent, mais euh, c'est se dire, bon, ben, en fin d'année, chaque fin d'année, ben, je peux partir avec ma famille, faire un voyage, euh, pour pouvoir me créer des souvenirs, peut-être passer plus de temps en famille, donc réduire mon temps de travail. Enfin, ça peut être divers et varié en fonction de chacun. Mais comme on dit, l'argent, c'est le moyen, c'est pas la finalité. Oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on le voit tellement Mhm. souvent, ces personnes qui sont attirées vraiment que par l'argent et les petits business rapides, on va dire, à lancer et extrêmement Mhm. profitables. Toi, je sais que c'est pas le cas puisque ça fait 1 an et demi que tu fais Mhm. que tu proposes tes services en indépendant en parallèle de ton contrat de travail. Donc forcément, il n'y a pas que cette motivation-là pour tenir 1 an et demi. Et Mhm. justement, pour toi, quelle est la grosse différence entre les gens qui abandonnent au bout de quelques semaines et les gens comme toi et moi qui perdurent pendant des années et qui persistent, qui ont toujours la motivation? Voilà, ils n'ont pas travaillé sur leur vision et aussi ils ont une mauvaise idée de ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on ne voit que les bons côtés, mais on ne voit pas tout le travail qui est fourni derrière. Et je pense que certains pensent que l'entrepreneuriat, voilà, c'est la belle vie. Mm. Mais c'est un ascenseur émotionnel. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Tu as même rajouté un aspect qu'on oublie tellement de mentionner, c'est le Mhm. fait que l'énorme différence quand même entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est cette remise en question permanente, parce que comme c'est pas quelqu'un d'autre qui a la vision et qui t'amène vers ses objectifs, et toi, tu as juste à Mhm. suivre et à tenir les performances qui t'imposent de suivre, comme là, c'est toi-même qui dois savoir où tu vas, te fixer tes propres performances à atteindre, et être Mhm. certain chaque jour d'avancer de façon opérationnelle, sans poser la question du pourquoi est-ce que j'avance. Mais de toute façon, dans le fond de ton cerveau, cette question, elle tombe quand même. Il faut vraiment être hyper discipliné et se dire, bon, je sais ce que je veux, je sais quel objectif je veux atteindre. Je sais que cette performance-là, elle est atteignable. C'est tout. Il faut vraiment agir maintenant vers cet objectif-là et arrêter de le remettre en question tous les jours. Et Mhm. ça, personne ne le raconte, ça, ce truc-là. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, enfin, on n'est pas des robots, du coup, forcément, il y a des périodes un peu de démotivation, des moments où tu as envie un peu de lâcher. Comment ça se fait que Mhm. tu es encore là finalement? Comment ça se fait que tu es encore en mouvement alors qu'il y a eu ces périodes de creux, ça se trouve parfois très très basses? Tu peux me raconter un petit peu ta technique pour gérer la démotivation quand ça arrive? Malgré les doutes, je préfère dire que j'ai essayé que de ne pas y être allé, en fait. Je ne veux pas avoir de regrets, donc tout autant que je peux faire ce qu'il faut pour y arriver, je le fais et puis je me dis que je n'ai pas les mêmes conditions que quelqu'un qui serait peut-être à son compte et n'a rien à côté. Si ça se trouve, il n'a pas de famille. Donc en fait, je me dis aussi que ça arrivera
quand ça arrivera. Et quand ça arrivera, à ce moment-là, moi, j'aurai déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre derrière. Parce que des fois, on veut le succès rapidement, mais après, on ne peut pas y faire face. Donc, mon petit côté aussi compétitif, j'avoue que quand j'ai commencé quelque chose, j'aime bien le finir. Ça compte aussi beaucoup. Mais oui, après, je crois en ce que je propose. Et puis, c'est vrai que on va dire, moi, j'aimerais vraiment avoir, et je parle peut-être de façon égoïste, que mes enfants demain soient dans une entreprise qui respecte l'humain, qui prend soin de sa ressource, de ses ressources humaines. Donc, si je peux apporter ça à ma petite échelle, euh, pourquoi pas? Donc, voilà. De toute façon, tous les entrepreneurs sont par nature un peu égoïstes quand même. Mm. Il le faut. Tu peux pas être entrepreneur sans être un minimum égoïste. Oui. Sinon, tu croules et tu tiens pas dans la durée. Si tu penses pas d'abord à comment est-ce que tu peux faire pour t'en sortir mieux, ça marche pas. Mais je trouve ça intéressant qu'en plus de ça, tu aussi cette vision-là, mais sûrement par le fait que tu es maman, de Mhm. vouloir aussi un meilleur Meilleur avenir mot. aussi pour tes enfants, quoi. Moi, c'est Oui, sûr que j'ai c'est pas clair. encore ce genre de réflexion là aujourd'hui, même si forcément je y pense quand même un petit peu, Mhm. en disant que voilà, j'aimerais bien avoir un certain confort, un certain niveau dans mon projet avant Mhm. d'avoir mes enfants, mais pas avec c'est concret, que c'est au quotidien, mais forcément ça me motive aussi encore plus. Oui, oui. Et Et puis, d'ailleurs, je pour vois hein, ce terminer, que ça peut apporter dans un environnement de travail. Donc, oui, ça prend du temps, mais on y arrivera. c'est ça. D'ailleurs, pour terminer ce petit sujet sur la discipline à long terme, c'est Mhm. quoi l'erreur que tu vois le plus souvent chez les personnes qui essaient de devenir plus disciplinées? De vouloir changer tout, on va dire, tout d'un coup, et même plusieurs choses d'un coup. Je pense que quand on va de manière progressive, c'est, ouais, on a plus de chances de tenir dans la durée que d'y aller. C'était comme si moi, allez, à partir de demain, je vais faire 15 kilomètres chaque jour. Euh, Si déjà je ne fais pas 5 kilomètres, c'est pas 15 kilomètres que je ferai chaque jour et que je vais tenir sur un mois. Donc, je pense que déjà, il faut commencer petit et au fur et à mesure, augmenter. Voilà. Et puis, la discipline, on va dire, c'est allez, commencer par un sujet et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, prendre le deuxième sujet, ça aussi, c'est mieux. Hmm, tout à fait, ouais. Commencer petit, se concentrer sur des microscopiques résultats, augmenter Mhm. progressivement. C'est vraiment quelque chose qui change la vie, ce simple truc. C'est bête de le dire, mais quand tu l'appliques vraiment, il n'y a aucun objectif qui est inatteignable, clairement. Quand tu commences Oui, tout petit, toute routine après peut être conservée de façon durable parce que tu commences vraiment tout petit. J'en vois tellement des gens qui viennent à la salle de sport, ça c'est l'exemple cliché en plus, mais c'est vrai. En décembre, il n'y a personne. En janvier, quand j'arrive, à chaque fois, oui, je me dis, mais c'est quoi? Pourquoi il y a la moitié des gens là que je connais pas? C'est qui ces gens? Et en février, ils ont tous disparu. exact. Et pourtant, tu les Exact. vois tous les jours en janvier. Tous les jours. Commence beaucoup trop grand, ça tombe direct. Mhm. Je vais te poser une question. Tu peux prendre le temps de réfléchir. C'est quoi ton top 3 des meilleures astuces d'organisation que tu pourrais donner à la personne qui écoute? Alors, le top 3, c'est se fixer 3 priorités par semaine, plutôt maximum 3 priorités. Si on parle de planning, planifier 70% de son temps, les 30%, ce sont les imprévus, puisqu'ils font partie de la vie. Voilà, ils font partie du jeu, ça c'est sûr. Et sinon, le troisième, avoir des process. Forcément, forcément. Oui, avoir des process, voilà, des process pertinents qui sont simples à suivre, éventuellement faciles à déléguer et qui peuvent être optimisés dans le temps, un peu comme qu'on a vu avec la création de contenu. Ok, super. J'en étais presque sûr que tu allais caler les process là-dedans. Ça aurait été bizarre de toute façon. Oui. Ce serait, Ensuite, ce on serait suit quoi son le... propre guide et ça Oui, libère et voilà. On n'a pas trop à réfléchir. tout à fait. Et du coup, ce serait quoi les trois pires conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut s'organiser?
les 3 pires choses à faire, genre les red flags Trois totales. pires, ben, enfin, on va dire planifier au millimètre près son planning, déjà. Ben, ne pas planifier sa semaine Ah aussi. oui, les 2 extrêmes, quoi. Voilà, ne pas planifier sa semaine. Et non, là, je vois pas pour le troisième. OK, pas de souci. Donc si je récapitule, les 3 à retenir, c'est avoir des process clairs, Oui. garder une plage tampon d'à peu près 30 de ta semaine ou de ta Mhm. journée, ça dépend l'échelle que tu prends. Alors c'était quoi déjà le dernier? C'était le tout premier que tu m'avais donné. Ah, c'est se fixer au maximum 3 priorités. trois priorités. C'est ça. Et du coup, dans les Oui. pires, c'est de ne pas planifier. Au contraire, trop planifier. Et le Mhm. troisième, c'est dans l'imagination de celui qui écoute. Voilà. Merci en OK. tout cas. C'était un Je t'en plaisir. prie. Moi aussi.